Bonjour à toutes et à tous et merci de rejoindre votre émission dominicale Wikeko qui reprend ses quartiers sur votre télévision après quelques jours de repos. Le principe demeure le même, on décrypte et on scrute l'actualité. Et parlant d'actualité, eh bien le 10 janvier dernier, le Bénin a célébré avec faste la fête des religions endogènes, une cérémonie annuelle qui rassemble chaque année les fidèles de ce culte autour du riche panthéon vaudou. En plus donc de sacrifier à la coutume solennelle, eh bien cette célébration est une véritable attraction au-delà des frontières béninoises et même un enjeu pour l'essor économique. On en parle dans le décryptage avec les confrères. Et restons dans la même dynamique de la célébration des fêtes, de la fête des religions endogènes, eh bien on revient sur cette consultation divinatoire solennelle qui a lieu à la veille de chaque année, le TOFA. Pour 2023, eh bien le TOFA ne présagerait pas grande chose de bon, à moins qu'on ne fasse les rituels nécessaires pour conjurer le mauvais sort. Que comprendre du TOFA 2023 et de ses enjeux? On sera avec le professeur David Kofiaza pour en parler. Vous l'avez compris, Wikeko de ce dimanche est exclusivement consacré à notre patrimoine, aux religions endogènes. On installe tout de suite le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Wikeko. Très pratiquée dans les traditions africaines, la libation reste aujourd'hui encore ancrée dans le quotidien de certaines cultures, que ce soit dans les maisons ou aux abords des rues devant les divinités. Si pour certains c'est une prière ou encore une façon d'apprendre à communiquer avec les ancêtres, d'autres par contre l'associent à une pratique démoniaque. Mais qu'en est-il véritablement? Explication avec une équipe de la rédaction conduite par Ulvaeus Balogun. C'est un rituel religieux qui précède généralement le démarrage d'une cérémonie familiale ou vient en offrande à une divinité. La libation consiste à verser soit de l'eau, soit une boisson au sol ou sur un autel érigé pour une divinité. Cette pratique revêt un sens mystérieux. C'est un rituel qui permet d'établir la connexion entre le monde visible et invisible. Faire une libation requiert donc un objectif bien défini. On ne se lève pas pour aller faire une libation. On doit avoir un objectif derrière avant d'aller faire une libation. Ça peut être dans le cadre d'une cérémonie formelle, identitaire. Ou par exemple, vous êtes un être humain, vous avez un problème particulier et le FA vous recommande d'aller donner du vin, de sodabi à votre ancêtre, à une divinité. Ça peut être la divinité Dan, la divinité Gu ou Torosu par exemple. Et donc, en fonction de ce que vous recherchez comme objectif, vous faites la libation. Si la consultation recommande que ça soit sur la voie, c'est de là vous constatez que la personne dépose ça sur la voie. Ce n'est pas pour, en réalité, vouloir faire du mal à un usager de la voie. Non. Mais ils savent que c'est à cet endroit, selon la consultation du FA, que les génies ou si c'est les ancêtres ou bien les énergies, c'est à ce niveau que ces énergies vont se retrouver en réalité pour prendre ce qu'ils veulent prendre. Autant la libation peut être un moyen pour exprimer sa gratitude, préserver les relations entre les êtres humains et leurs ancêtres, autant elle peut permettre de déjouer le plan des ennemis ou de lancer des malédictions. Si nous prenons la sucrerie et puis le djinn, la sucrerie a pour nature d'apaisement, a pour nature de vous donner de grâce. C'est pour ça que quand on fait une libation, on donne de sucrerie sur un autel ou sur une divinité, on donne à celui qui est en train de faire la libation à boire. Mais lorsqu'on donne de djinn sur une divinité ou de sodabi, l'alcool sur une divinité, on ne vous donne pas à boire le reste. Le reste, on verse ça par terre parce que on demande à l'esprit qui est là de vous donner de bonheur à travers la sucrerie qu'on vous a donnée à boire. Et puis le reste là, le djinn qu'on a versé, la petite quantité qui reste là, qu'on verse par terre, c'est pour vos ennemis.
Peu importe sa finalité, le but ultime de la libation est de préserver l'ordre cosmique, l'unité et l'équilibre entre le visible et l'invisible. Au Bénin, les totems interdits inspirés de la tradition font partie du quotidien des communautés d'adeptes ou de non-initiés, même si, selon les appréciations, les totems paraissent pour certains comme venant de l'abstraction. Pour d'autres, les totems sont une pure réalité dont le non-respect expose son sujet et surtout l'initié à des sanctions naturelles. Arnaud Adadja, Maria-Joëlle Attalé et Christian Devoshi nous renseignent davantage à travers ce reportage. Si nous, on mange viande de porc, nos peaux commencent par se gâter comme ça et puis c'est comme ça. Des propos qui reviennent souvent dans la population. Ils sont liés au totem. Par principe, les totems méritent respect. Mais dans une société laïque comme celle du Bénin, chacun a sa position sur le sujet. Je ne taille pas vraiment d'importance à ça parce que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Il y a une divinité dans notre famille et selon cette divinité, on ne consomme pas la viande de serpent, l'haricot rouge. Si par mégarde, un membre de la famille consomme par hasard, on ne sait pas. La personne peut avoir des maladies. Même si on le transporte des hôpitaux en hôpitaux, là, ça ne se guérit pas. Dans le lot, il se dégage ceux qui se demandent de quoi on parle. Un totem, c'est un ensemble de pratiques qu'on colle à une famille. Je prends une famille comme ça, une famille X, et on peut dire dans cette famille X-là, on ne doit pas se coucher par terre. C'est un végétal, un arbre, et on vous dira, cet arbre est un totem pour vous, vous n'allez pas manger son fruit. Le totem devient un tabou. Les interdits nés des totems sont liés à bien d'autres raisons. En cas de non-respect de ces interdits, il y a des sanctions. Je connais des familles où si vous mangez la viande de porc, vous allez attraper la maladie de la terre qu'on appelle rougeole. Il est formellement interdit qu'une de nos femmes enceintes consomme de la viande du rat, le rat palmiste bien sûr. Comme effet négatif que ça peut avoir sur le bébé à l'avenir, c'est qu'une fois que cet enfant naîtra, il peut devenir voleur. Au Bénin, entre le citoyen non initié et l'initié, l'un est plus disposé au respect des totems que l'autre. L'adepte vaudou ou le vaudou-ci est plus contraint au respect, à l'obéissance du totem que par exemple un citoyen lambda qui n'a pas connu d'initiation et qui ne connaît pas la valeur donc de ce que représente ce totem. Perles de bois, d'os, de coquillages, de dentelles de mammifères, elles étaient utilisées pour orner les vêtements, les accessoires et les objets sacrés. Avec l'arrivée des perles de culture, les iconiques ont peu à peu disparu pour laisser place à cette brillance à laquelle nul ne peut résister. Faisons donc une immersion dans l'univers des perles et la mode avec Marcel Betoro et Patrick Benou. Jugées très classiques, les iconiques perles nacrées se réinventent une mode. Tenues, sacs, manteaux, chaussures, les perles se retrouvent partout. Avec l'arrivée des perles de culture, les iconiques ont peu à peu disparu pour laisser place à cette brillance à laquelle nul ne peut résister. Les perles s'offrent une nouvelle vie et conquièrent l'univers du prêt-à-porter africain et moderne. Nombreux sont les stylistes qui ne peuvent plus s'en passer. Le travail est délicat et nécessite une bonne concentration. On va d'abord procéder honnêtement à notre croisement pour voir si notre robe a quelque chose à rectifier avant d'aller faire les poses des pieds. Les nouvelles technologies ont simplifié la tâche aux professionnels de la mode. En temps, on les posait avec les fers à repasser
Et puis, après le temps des fers à repasser, il y a aussi des petites machines qui étaient comme des pistolets. Et ça nous prenait aussi assez de temps. Donc, avec la révolution, on a actuellement ces machines qui nous aident à mettre beaucoup de pierres, à mettre des milliers de pierres à la fois et les poser au même moment. C'est une machine qui est un peu intelligente. Donc la vapeur contrôle la qualité de tissu, sa capacité de supporter la chaleur, tout. Et puis c'est ça qui est décrit ici. En fonction de ça, ça compte les minutes. Ce qui séduit plus les fans, c'est le coût pas très élevé de cet accessoire de mode. Tenue de ville, tenue de soirée, tenue professionnelle, les perles ne laissent nulle part où la main passe et ne repasse. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ilvaïus Balou. Merci à vous, Nadège Omolade Soni. Et sans transition, c'est la revue de presse économique, une présentation de Marcel Bettero. Amis de la revue économique, bonjour. Démarrons ce condensé de l'actualité économique par la première section de la Grande Commission mixte de coopération, une opportunité vers le renforcement des liens bénino-saoudiens. L'événement précis nous informe que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre de coopération entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite, la commission mixte instituée tient sa première section. Les travaux de la commission vont offrir aux experts béninois et saoudiens l'opportunité de faire un état des lieux du partenariat bilatéral en vue d'en identifier les forces, les faiblesses et les acquis. Parlons de la visite de travail au Bénin du président de la Guinée-Bissau, Fraternité publique, la sécurité et l'intégration sous-régionale était au menu des échanges entre Patrice Talon et son hôte. Selon le journal, le président Umaro Mokhtar Sissoko Embalo, actuel président en exercice de la CEDEAO, aurait profité également de cette visite pour féliciter le peuple béninois qui a gagné le pari d'un climat apaisé dans le cadre des législatives de 2023. L'information a été relayée également par le quotidien La Tribune. Quant au journal L'événement précis, il précise que lors des échanges, Patrice Talon a suggéré l'exploration des solutions internes. Restons toujours avec le quotidien L'événement précis pour parler du colloque international sur la migration transfrontalière et défis sécuritaires en Afrique qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi. Le journal précise que chaque aspect de ce couple de thèmes revêt une importance pour les communautés humaines, les dirigeants, les organismes internationaux et les scientifiques parce que touchant l'existence humaine. Plusieurs communications autour de 11 thématiques, dont l'historicité des défis sécuritaires liés aux migrations transfrontalières en Afrique, causes et manifestations des défis sécuritaires en Afrique, violences sociopolitiques, familles et dynamiques migratoires et bien d'autres. Célébration du 10 janvier, fête du Vaudou, le quotidien Fraternité titre à sa une Religions endogènes au Bénin, une source de variété artistique, culturelle et touristique. Le journal nous informe que l'édition 2023 de la célébration de la fête des religions endogènes était l'occasion pour Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de réitérer le soutien du gouvernement au développement du vaudou au Bénin. Le potentiel revient sur l'information et titre « Le MTCA retrace les valeurs du vaudou ». Dans les lignes du journal, nous pouvons lire les phrases du ministre Jean-Michel Abimbola pour qui le vaudou reste un sujet de fascination et d'interrogation pour des millions de curieux à travers le monde. Une information retrouvée dans la parution du journal L'événement précis du 11 janvier 2023
avec comme titre 30e édition de la fête des religions endogènes, Abimbola annonce la création d'un festival des arts et vaudou. Et ce sera tout pour la revue économique de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. On parle à présent de la fête des religions endogènes. Je le disais, le 10 janvier dernier, eh bien, le Bénin a vibré aux couleurs du vaudou, une célébration qui devrait normalement engendrer des retombées économiques pour le pays, mais qui peine encore à être véritablement, on va dire, rentabilisée. C'est le décryptage. Les confrères sont déjà installés en plateau ici avec moi. Josaphat Daboulinon, bonjour. Bonjour à vous, Ivoiriens, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous étiez aux côtés des dignitaires du culte religieux le 10 janvier dernier. Tout à fait. N'oubliez surtout pas que je suis d'une famille royale. Absolument, absolument. Et ce n'est pas Paco Malamakwe qui dira le contraire. Paco, bonjour. Bien sûr, bonjour chers amis, bonne heureuse année. Merci. Alors, chers confrères, vous le savez, cela fait bientôt, ou un peu plus de 30 ans maintenant, qu'on célèbre le 10 janvier, cette fête des religions endogènes. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur, quel est le bilan qu'on peut faire, Paco? Merci pour cette occasion et pour que nous parlons toujours de notre culture, de notre patrimoine et du tourisme. C'est ça. Quand nous retournons en arrière et puis nous faisons le point, on peut au moins remarquer que l'événement existe. Oui. Parce que vous savez, en matière d'événements culturels au Bénin, il y en a qui n'existent plus. Absolument. Voilà, ça existe. Et cela dénote de l'intérêt que ce qu'on appelle la communauté détentrice a pour la chose. Vous savez, quand vous analysez bien le festival du vaudou, ou bien la fête du 10 janvier, c'est parce que les dignitaires vaudou, les communautés détentrices de ce culte sont là et s'approprient leur patrimoine et veulent en faire la promotion et la valorisation. C'est justement pour ça que l'événement existe encore aujourd'hui. Quel que soit le régime politique, quels que soient les acteurs politiques qui viennent, qui passent, vous verrez que cet événement restera et durera dans le temps. Et nous sommes dans le patrimoine culturel, en réalité, dans cette vérité. Alors, Josaphat, diriez-vous que de 92 à aujourd'hui, cette fête s'est-elle bonifiée ou a-t-elle perdu de sa splendeur? Non, perdu non, mais c'est bonifié, oui, bien sûr, parce que il y a une nouvelle forme de célébration. Ça a évolué avec le temps, les gens se sont adaptés, malgré bien sûr la forte évangélisation des religions importées. Les gens se sont adaptés à la chose pour dire, oui, c'est notre culture, donc nous évoluons avec ça et nous trouvons la formule nécessaire pour ne pas heurter les autres sensibilités religieuses, pour permettre à ceux-là qui sont des adeptes, ceux-là qui sont du côté véritablement de Vaudou, de se retrouver dans leurs choses, de célébrer ça. Donc, quand on parle de vaudou, vous savez qu'en fait, que depuis 92, on arrive à le faire, et comme l'a dit Pacom, chaque gouvernement arrive à pérenniser l'événement, et je crois que ça va encore continuer à avoir les assurances du ministre de la Culture pour cette édition. Je veux dire, oui, il y a encore de l'avenir, mais cet avenir-là, comment on va le construire, comment ça va se présenter, pour qu'au finish, on ne puisse pas voir une fête ou une journée noyée dans le modernisme et autres. Ça, c'est la grande question qu'on devrait se poser. Je crois que tant le gouvernement a sa responsabilité, tant les populations et les citoyens béninois également devraient jouer leur partition pour que ce patrimoine culturel, ce vaudou que nous avons qui fait notre fierté, notre identité, puisse demeurer au cœur de chacun des progénitures, des générations sur des générations. Alors, mais quand on va un peu dans les années 90, avec précisément Ouida 92, on avait vu cette grosse mobilisation qu'il y a eu à l'époque, toute l'armada qui a été déployée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus autant de ferveur autour de cette fête. En 92, c'était pratiquement toute une semaine, pour ne pas dire tout un mois. Mais aujourd'hui, ça s'arrête à 2-3 jours et puis c'est fini. Oui, mais c'est pour ça que je dis que les gens se sont adaptés en quelque sorte aux exigences de l'heure, à la modernité, je dirais, à la limite.
Et comparer déjà les années 90, déjà 92 et les années qui ont suivi juste après, oui, ça a pris autant de temps, des jours pour célébration, parce qu'on se disait, oui, c'est notre chose. C'est comme on dit dans ma langue, nous comptons yoyo et non djadasi. C'est-à-dire quand la personne devient aveugle fraîchement, il y a beaucoup de larmes qui coulent. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on avait cette ferveur, on avait cette haine d'aller véritablement aux côtés de notre patrimoine, de célébrer ça, de prouver au monde entier, oui, que nous existons, que nous faisons quelque chose. Mais avec le temps, les exigences étant, et j'ai parlé tout à l'heure de la forte évangélisation des religions importées, donc du coup, ça a changé un peu les habitudes, mais le noyau demeure toujours et continue toujours. C'est ça l'invite que je devrais quand même faire à chaque Béninois, parce que quand on parle de Béninois, d'abord notre identité, vous sortez ou quelqu'un de l'extérieur va se prononcer sur le Bénin, on dit c'est la terre de Vodou. Donc en nous aussi, on sait déjà que nous avons notre héritage de ce vaudou. Qu'on soit aujourd'hui chrétien, musulman ou d'autres religions, c'est que nous avons nos racines qui partent déjà du concept vaudou. Donc on devrait chacun, en ce qui le concerne, travailler et voir dans quelle formule on peut jumeler. Et moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les dignitaires, à tous les adeptes de cette religion qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très tolérants en matière d'acceptation d'autres sensibilités religieuses. Donc aujourd'hui, il n'y a plus autant de jours pour célébrer la fête, mais également le peu, parce que ce n'est pas toujours dans la longueur qu'il faut apprécier la beauté de la chose, mais le peu on peut faire court et bien faire. Voilà, le peu qui est consacré, je crois qu'en fait, on fait vraiment bien, mais il faut aller au-delà. Alors, Pacôme, vous comprenez cette ferveur qui a légèrement baissé au fil des années? Oui, je comprends et ça doit se justifier. Vous savez, en 1992, sous la volonté politique, vous savez, de l'ancien chef d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, il y a eu la manifestation, la mise en place d'une équipe, des ressources, et il y a eu beaucoup de communication autour. Et moi, j'étais petit quand j'étais à Ouida, quand tout l'événement s'est déroulé. Et je vous avoue, l'arrivée sur le territoire béninois vraiment des étrangers, parce qu'on leur a vendu un produit exceptionnel qui sort de l'ordinaire. Et donc, ils sont venus réellement constater la réalité des choses. Deuxième chose, pendant la période dont nous parlons, l'événement se déroule uniquement à Ouida. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus que Ouida. Aujourd'hui, c'est presque toutes les localités. Les localités, avec 2 points focus, Ouida et puis Grand Popo. Et donc, cet élément, semble montrer que il n'y a plus trop d'engouement, etc. Mais quand nous prenons les différents événements de ce festival qui se déroule dans plusieurs localités, quand nous faisons la somme de ces différentes localités avec toute la politique qui se fait au niveau de ces différentes localités, vous comprendrez que l'événement se célèbre réellement dans notre cher pays. Il y a deux choses que je voudrais préciser rapidement par rapport à cette question. C'est vrai, aujourd'hui, c'est éparpillé, pas éparpillé, c'est sur tout le territoire béninois. Ce qui veut dire que moi, mon oncle au village à Dioron pourrait déjà célébrer. D'ailleurs, c'est le cas. Si on avait dit, on centralise tout et qu'on devait se déplacer sur Ouida ou sur Grand Popo, sur Paris, à 80 ans, en tout cas actuellement, il ne peut pas quitter Adion pour Grand Popo pour aller célébrer, alors que chez lui, il le fait. Ça, c'est la première chose que je voudrais quand même préciser. La seconde chose, c'est que pourquoi il n'y a pas d'engouement? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, des gens arrivent à désacraliser la chose vaudou. C'est vrai qu'il faut trouver la formule moderne pour permettre à des gens de mieux comprendre, pour attirer les visiteurs, les touristes, mais il faut garder le caractère sacré de la chose. C'est important. Mais aujourd'hui, on constate de plus en plus que les gens, ils vendent la désacralisation. C'est tellement, puisque sur cette même émission, il y a un spécialiste qui vient en parler, tellement il veut aborder cet aspect. Mais il est important quand même de dire le caractère sacré du vaudou doit être maintenu. Si ce n'est pas le cas, des gens, c'est comme si on a une chambre, on a mis des gens, on dit, OK, vous entendez du bruit parce que vous êtes à l'extérieur, mais vous avez envie d'entrer. Mais si on vous laisse entrer, vous découvrez, si on vous laisse encore sortir, c'est que vous n'aurez plus l'envie de revenir dans la chambre parce que vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut toujours garder le caractère sacré, c'est important. C'est important. Alors, vous l'avez abordé légèrement, cet aspect des touristes qui, à l'occasion de cette célébration, foulent notre sol béninois, le sol béninois. Alors, on va parler de l'apport du 10 janvier à l'économie nationale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette célébration rapporte de l'argent?
de oui, façon basique. L'argent rentre dans la poche des acteurs du tourisme, vous savez, parce que quand ils sont venus, moi j'ai plusieurs amis qui sont touristes, guides de tourisme, et qui ont conduit des visiteurs d'abord pour le 10 janvier qui est là, et puis après les gens... Des circuits touristiques. Voilà, du nord au sud du pays. Donc l'argent rentre dans la poche des acteurs guides de tourisme, hôteliers, restaurateurs, transporteurs, et tout cela, ils gagnent. Mais la question maintenant, c'est comment ils font le paiement de taxes, parce que c'est de ça il s'agit. C'est en ce niveau que l'État va pouvoir vraiment sentir l'entrée de fonds dans sa caisse. Donc c'est comment ils payent les taxes, voilà, comment au niveau des entrées, au niveau de paiement des taxes, des droits d'entrée sur des sites, etc. Ils vont pouvoir l'implémenter sur je vais dire la recette publique. Mais il faut remarquer que au-delà de tout, le secteur reste encore à être organisé. Il reste à être organisé. Il reste à être mieux valorisé. Il reste à être mieux promu. Vous savez, c'est vrai que quand le président dit le Bénin a une culture vaudou, et quand on a vu tous ces projets réalisés pour valoriser le patrimoine touristique du pays, nous sommes maintenant dans la phase de la promotion et de l'organisation des acteurs. Il faut que le guide sache qu'il doit être dans un réseau, qu'il a des obligations fiscales à payer, puisque c'est une profession en bonne et due forme. Et je sais que les guides réellement font leur business au Bénin en clando, au détriment des communes, etc. Je sais, je sais de quoi je parle. Et donc, il faut aussi que, dans la franchise des chiffres, les hôteliers puissent déclarer réellement ceux qui viennent passer la nuit chez eux, pour que réellement l'État puisse savoir combien l'État va gagner parce qu'il y a les taxes de nuitée. Oui, tout à fait. Il faut que les restaurateurs aussi puissent s'organiser et être formalisés. Et donc, c'est tout ce travail qui reste à faire dans ce que j'appelle l'organisation, et si possible, à travers la création des labels que l'État va mettre en place pour que, lorsque on sensibilise les touristes pour dire, si vous venez sur la destination Bénin, il y a une chaîne de valeur avec des acteurs labellisés que vous devez aller vers eux, ils comprendront qu'ils n'iront pas plus n'importe où. Et en conséquence, c'est que l'État va pouvoir, sur la base... C'est une traçabilité. Parce que, sans vous mentir, aujourd'hui, nous continuons d'avoir des difficultés à donner des chiffres au Bénin sur le tourisme. Combien de touristes viennent au Bénin? Ça rapporte combien? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore les éléments statistiques qu'il faut pour faire ce travail. Pour faire ce travail-là. Et justement, Josaphat, on parle là d'une économie locale qui n'est pas suffisamment perceptible au plan national, avec les guides de tourisme qui n'arrivent pas à être bien organisés, alors qu'on sait que l'ambition aujourd'hui du gouvernement, c'est de révéler le patrimoine vaudou, notre patrimoine. Comment vous analysez cela? Bon, moi, parfois, je suis choqué. Ne soyez pas étonnés que j'utilise ce mot. Je suis choqué parfois parce que chaque année, on essaie de faire un service minimum. On dit, bon, on a instauré la journée de Vaudou, c'était 92. Moi, je deviens chef de l'État, j'ai mon équipe gouvernementale, donc il faut sacrifier comme ça la tradition. Je vois que c'est un service minimum qu'on le fait depuis un certain temps, depuis que le concepteur, en tout cas l'initiateur de cette journée n'est plus aux affaires. Service minimum parce que le 10 janvier, le ministre de la Culture, parlant bien sûr au nom du gouvernement, au nom du président, prend des engagements, dit certaines choses. Et ça s'arrête là, pas. Ça fait encore un 10 janvier de l'année prochaine. Et donc, du coup, le discours reste le discours et il n'y a plus assez d'efforts. Et pour ça, il dit un service minimum. Si vous vous rappelez un peu en 2020-2021, quand on doit faire revenir nos trésors royaux au Bénin, est-ce que vous savez encore l'idée, la dose de communication que le gouvernement a mise en place pour permettre à des gens de connaître le retour, bien sûr, de cette travail. Donc, il y avait une volonté. Et vous voyez comment ça a pris. Mais au palais de la présidence, c'était des files là, d'un point fini. Déjà de l'aéroport jusqu'à... Donc, des nationaux comme les étrangers. Voilà. Donc, du coup, il y avait une bonne communication. Donc, au-delà de la volonté politique, il y a que les acteurs étaient engagés, conscients, dévoués pour apporter leur touche à l'édification de ce patrimoine. Donc, ça avait pris. Des gens qui étaient le Bénin en griffe profond, comme on le dit souvent, pour venir constater les trésors royaux. Encore qu'on n'a que 26. Bon, pour le moment. C'est un peu peu. Mais c'était ça. Donc aujourd'hui,
il n'y a pas de communication autour. On ne sent pas un engagement de ces acteurs. Et on vient juste pour faire un discours. On se présente devant les acteurs et heureusement que de plus en plus, on voit un ministre de la Culture qui porte justement, pour le compte de cette année, quand même, il y a eu de grandes annonces. Oui, mais tout à fait. Notamment, on parle d'un festival des arts, désormais, en tout cas à partir de l'année prochaine. On parle de faire du Bénin carrément la plateforme internationale du vaudou, un peu comme pour les pèlerins de la plage au Koussémé. Voilà. Oui, c'est quand même important. Je vais juste y revenir, mais permettez-moi de parler également de la réorganisation du secteur. Parce que, comme parlait tout à l'heure de ce qu'il y a des acteurs qui sont dans l'informel, qui travaillent. Mais je crois qu'en fait, que ce n'est pas seulement le gouvernement, pas comme c'est le citoyen. J'ai dit sur ce plateau une fois, si le Béninois peut être un citoyen, et un citoyen, il sait faire les choses. Parfois, le Béninois, ce n'est pas une mauvaise volonté de ne pas être citoyen. Les contraintes liées au fait d'être un bon citoyen. Les taxes sur les nuitées, par exemple, ça existe. Mais ils sont combien à le faire? Ça, c'est un exemple clair. Ça, dans la déclaration. Dans la déclaration, ils sont combien à le faire? Moi, j'étais par exemple dans un restaurant local hier. J'ai pris un mail local. Je demande la facture, on me dit que la machine est en panne. Alors qu'en fait, on ne devrait pas avoir ça. Il faudrait que j'ai tout au moins le reçu. Donc, c'est un peu ça. Donc, le Béninois doit être un citoyen. Donc, on devrait travailler sur le Béninois pour que le Béninois soit un citoyen. Parlant des engagements ou des annonces, des grandes annonces, oui, c'est bien beau de faire des annonces. C'est ça que je dis. Mais je vais dire, regardez, vous êtes allé à Porte-Nouveau. Il y a un festival qui se déroule à Porte-Nouveau actuellement. Mais ils sont combien? Depuis bientôt 6 ans. Oui, depuis 6 ans. Moi, j'étais là-bas à l'ouverture avant-hier. Quand j'étais avant-hier, à l'ouverture, bien sûr, de ce festival. Mais vous ne pouvez pas croire vos yeux, il n'y avait pas d'engouement. Je me dis, il n'y a plus des acteurs culturels dans ce Bénin, où c'est Porte-Nouveau seul qui fait ça. Mais vous voyez même l'engouement au niveau de la Grani. Si ce n'est pas que des gens avaient une volonté politique parce que c'est une base électorale, on se dit, il faut faire quelque chose, mais ça va. Vous avez constaté que l'engouement, ce n'est plus ça. La ferveur, ce n'est plus ça. Donc, le festival qui est à Porte-Nouveau, le Festival international de Porte-Nouveau, actuellement en cours. Mais ça donne quoi? Mais vous finissez l'émission ce dimanche, c'est la clôture. Allez faire un tour pour voir ce que vous allez constater, s'il y a vraiment d'engouement, si la volonté politique l'accompagne. Ce sont les maires de Porte-Nouveau qui s'échinent, qui font quelque chose, qui tentent de faire vraiment quelque chose. Mais au même moment, c'est quelque chose qu'on doit valiser pour dire, oui, l'État prend ça en compte, mais pas pour organiser, mais nous accompagnons à travers une bonne communication, à travers une volonté, à travers notre présence. Ça pourrait donner... Ça, c'est juste un exemple de cas palpable. Maintenant, faire du Bénin... la plateforme bien sûr, parce que j'ai entendu le ministre dire on va faire la Mecque de vaudou au Bénin, quelque chose comme ça, je n'ai pas utilisé ces mots exactement, mais c'est quand même bien. Nous avons désormais une statue qui fait notre fierté et ce film The Woman King est venu encore reconforter ce qu'on a fait. Mais si aujourd'hui on a ce projet de mettre en place un espace pouvant accueillir des touristes, pouvant faire véritablement de vaudou notre patrimoine avec fierté, avec joie, qu'on puisse les montrer. Parce que ce qui se passe, il y a l'hypocrisie culturelle qu'on remarque chez les gens. L'hypocrisie culturelle. Oui, mais intégré, bien sûr, même si l'addition de ces mots vous étonne. Parce qu'il y a des gens qui parfois se disent, non, ce qui est vaudou là, moi, je m'en tape. Donc, il y a les régions emportées, je m'adresse. Mais au même moment, peut-être la nuit, vous les retrouvez et qu'ils sont toujours laissons ces gens-là, Donc, aujourd'hui, si on veut faire vraiment de ce pèlerinage vaudou au Bénin, les gouvernements doivent travailler. On a vu un gouvernement ici qui a pris la place dans l'Ouémé, dans la vallée de l'Ouémé, dans le département de l'Ouémé, pour permettre à des gens de se réunir chaque année pour faire le festival là-bas. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Espérons peut-être qu'avec le Festival des Arts Vaudou qui est annoncé, que quelque chose soit... Mais par contre, est-ce que vous pensez que c'est une ambition réalisable, pèlerinage mondial du Vaudou? Ça va être réalisable lorsque nous allons juste confier l'organisation, sur un certain nombre d'éléments culturels, etc., aux détenteurs, c'est-à-dire aux communautés détentrices. Comme je vous l'avais dit, vider les détenteurs, c'est-à-dire les dignitaires vaudous, etc., d'un événement comme ça, les écarter, ça ne peut pas marcher. Ça ne tiendra pas. Et puis, ça va devenir coquille vide. C'est ça. Et donc,
l'action du gouvernement consistera à, par exemple, en griffe, organiser les dignitaires, avoir des interlocuteurs fiables à qui on peut confier des responsabilités. Mais je peux vous confirmer que c'est bien organisé parce que nous avons l'association des rois, nous avons bien sûr... Il y a toute une organisation autour aujourd'hui. Ils sont organisés et il faut, comme on le dit, vous savez, le principe d'un événement, un festival, c'est avoir un comité très professionnel d'organisation avec à la tête quelqu'un qui sait organiser les événements culturels. Et puis, deuxième chose, vous mettez les ressources à disposition à temps. Et puis, vous travaillez sur la promotion. Donc, une forte communication. Et ce n'est pas un événement qui s'organise du jour au lendemain. Il faut prendre du temps. Il faut prendre plus d'un an pour pouvoir organiser ça. Donc, pour moi, je pense que l'annonce du ministre aurait l'assurance. Avant d'annoncer même, on aurait déjà commencé l'organisation. Pour moi. Alors que pour le moment, on n'a pas... Si on annonce, ça veut dire qu'il nous faut au moins 1 ou 2 ans d'abord pour vraiment organiser, rencontrer les acteurs, leur expliquer ce que nous voulons, avoir une très bonne programmation, développer et expliquer cette programmation, rentrer dans les outils de communication pour préparer Si on ne le fait pas, ça va être... Mais avec la route de l'esclave, tout au monde sait que la route de l'esclave, elle est déjà tracée. On connaît le parcours de la place Tchatcha, en passant par la case Omaï et autres. On connaît ce parcours déjà. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours quand même pour rénover tout ça. On va dire qu'on est dans la bonne dynamique. Oui, vous savez, ça va être inutile de faire tous ces investissements au Bénin, à Ouida ou dans d'autres localités, sans maintenant y ajouter des outils d'animation. Et donc, les festivals constituent ces éléments d'outils d'animation de la destination. Et c'est l'offre même, quand on dit l'offre touristique, c'est un ensemble d'éléments. Et le festival fait partie de cet ensemble d'éléments qui est même l'élément le plus mobilisateur des touristes parce que le touriste européen va dire j'ai une date avec les Béninois parce qu'il y a le festival Vaudou et autour de ce festival on aura la consommation des différents circuits aussi bien au Bénin, au sud du Bénin, au centre et au nord du Bénin. Et donc, c'est ce travail qui doit être fait pour accompagner. Si on fait beaucoup d'investissements avec ce que nous voyons, la marina, la route de l'esclave, le musée Fort Portugais qui est déjà requinqué tout simplement, avec tout ce qui va se faire à Grand Popo, dans le Mono, etc. Si on ne crée pas des festivals, lesquels festivals ne vont pas être des choses créées comme ça, puisqu'il faut voir déjà le potentiel culturel de la localité, l'impact. Et puis vous greffez dessus pour maintenant mettre un contenu et une organisation qu'il faut avec les outils de communication. Je pense que nous sommes sur la bonne voie si on le fait ainsi. Eh bien, nous sommes sur la bonne voie si on le fait ainsi. Merci, chers confrères. Le temps est passé très vite. On n'a pas dit beaucoup de choses, malheureusement. On n'a pas dit beaucoup de choses. Mais on finit ce plateau sur quand même cette phrase du président des religions endogènes du département de Lomé. Il disait « Le vaudou, ce sont les racines du Bénin. Il en sera de même à l'avenir. » Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, tout à fait, c'est notre identité. Eh bien, merci à vous. Transition toute faite. Alors, pour le plateau du dossier de la semaine, on parle du TOFA 2023. L'année 2023 que nous avons entamée depuis un peu plus de 15 jours maintenant, est mise sous le signe Satché. C'est le signe principal issu de la consultation du TOFA pour le compte de cette année. Que comprendre par ce genre de consultation annuelle et quelles peuvent être ses implications pour notre pays, le Bénin? On en parle avec notre invité juste après cet élément. Département de Colino et Akafato. Le signe principal qui est sorti, c'est le signe Yakou Boloso. Le signe secondaire, c'est le signe Bewoli. Et le signe tertiaire, c'est le signe Wolilete. Et la consultation a été négative. Quand le phare refuse ce qui a été demandé, il y a toujours un motif de refus. Le motif de refus, cette année, c'est la mort. Le phare a annoncé des morts en 2023. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à tout ça? Le phare nous a dit de faire les rituels qu'il faut sur les signes qui sont sortis au cours de la consultation pour conjurer cette mort-là. Le signe principal qui est sorti, qui est le signe Yakou Boloso, le phare annonce des situations urgentes qu'on vit déjà dans le département des collines. On fera ce qu'il faut pour sortir de ces situations urgentes.
Quand on parle de situation urgente, il y a les maladies, il y a les difficultés. Tout ce qui fera courir, on fera ce qu'il faut pour conjurer toutes ces difficultés-là. Le FA a parlé de complications au cours des circoncisions ou des excisions ou des scarifications qui se feront dans le département des collines. Donc le FA demande qu'il faut de la prudence. Les interdits, en résumé, les sorties nocturnes, le vol, le FA l'a interdit. Le FA interdit les avortements. Le FA interdit le port de vêtements rouges. Le FA interdit aussi la consommation d'alcool. Sur le plan des divinités, il y a la divinité Rebioso qu'on doit honorer, la divinité Dan qu'on doit honorer. On doit entretenir nos FA. Et avec tout ça, je pense que 2023 sera une année meilleure pour nous. Et sur ce, je souhaite bonne et heureuse année à tous les natifs du département des collines et que les bénédictions soient. Et voilà, c'était un élément sur la consultation du FA dans le département des collines. Comme quoi cela peut se faire également dans toutes les communes. Mais au plan national, eh bien, on parle du plan national, c'est le signe Saké, je le disais, et c'est avec notre invité, le prêtre FA, David Kofiaza, qu'on en parle. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. À côté, pour conduire les échanges avec moi, Amandine Agnabossou. Bonjour. Bonjour à vous, Yves Balogun. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Et quels sont les signes principaux du TOFA 2023 ? Le TOFA 2023 a eu pour thème principal Saké. Comme ascendant, nous avons reçu le Somenji et puis Topé l'été. Là, ce sont les trois signes qui gouvernent 2023. En fait. Et qu'est-ce que ces signes-là veulent dire? Le Saké. Déjà, le Saké qui parle en ces thèmes, c'est-à-dire que c'est le bélier qui range les moutons au pâturage, au fait. C'est-à-dire que, en un mot, Saké dit par là qu'il y aura une certaine hégémonie, soit d'un système ou alors d'un individu sur le reste de la population. Et on aura l'impression que les autres seront rangés en quelque sorte au placard. Mais poursuit en disant, c'est-à-dire que le blanc va faire chavirer son navire au large de nos côtes et va raser la terre ferme. En un mot, le FA a parlé de naufrage, en fait. De naufrage, mais le FA était précis par rapport à ça. Et le on peut le comprendre par deux niveaux. Soit le sel de cuisine ou les intrants agricoles. Voilà. Donc, parce que les intrants agricoles sont de ça, les engrais sont appelés aussi djé dans notre tradition. Voilà. Autrement dit, il n'y aura pas mort d'homme. Non. Bon, c'est plutôt. Ça va secouer un peu. Ça secoue un peu et c'est surtout la cargaison qui risque de ne pas être récupérée. Voilà. Okay. Donc, c'est ça. Mais le FA a également parlé de la sortie de son nid ou de son lit de l'océan. L'océan risque de déborder, c'est-à-dire qu'on risque d'assister à des crues en fait, qui peuvent aussi faire des victimes, des pertes en vies humaines au cours de l'année, où le FA a recommandé d'aller à l'océan si réellement c'est nécessaire. Sinon, il faut éviter de s'approcher de l'océan, surtout à partir du milieu de l'année. Okay. À partir du milieu de l'année. Là, c'est l'allégorie de la perdrix et de l'océan, parce qu'au départ, l'océan ne faisait pas de vagues et la perdrix était son esclave, en fait. Et un jour, la perdrix dit, bon, aujourd'hui, moi, je vais m'affranchir de toi et je vais même crier plus fort que toi. La perdrix a commencé par crier. L'océan dit, mais quand même, celui-là que j'ai élevé, moi, il peut crier plus fort que moi. Donc, l'océan, en voulant déverser sa colère, a commencé par faire des vagues, de sorte que le bruit des vagues a absorbé complètement le bruit de la perdrix. Donc, l'océan, sous l'effet de la colère, risque de faire beaucoup de vagues et de faire beaucoup de victimes. Et ça, c'est sur Saché. Oui, voilà. Mais il dit Awa faire doa mono fait. Awa, en fait, c'est les grandes charpentes qu'on fait pour construire de grands édifices. Il dit que même si ça s'effondre, la charpente de Doha, c'est ce qu'on fait à l'entrée des maisons, le pavis en quelque sorte. Il dit que ça ne peut s'effondrer comme la grande charpente. En un mot, on va penser que le pays peut chavirer. Non, ça ne va pas chavirer.
Et là, on va faire douane faire. On bénéficie d'une stabilité très solide pour l'année 2023. Donc, il peut avoir on peut tanguer. On peut tanguer, mais on ne va pas sombrer. Ça, là, c'est impossible pour 2023 sur Satché. Mais Satché présage aussi beaucoup d'instabilité, surtout sur le plan sentimental. Mais également au niveau des maladies, surtout des maladies cutanées. On a parlé beaucoup de maladies cutanées. Maintenant, quand on prend le sommet qui dit en fait, on aura assisté à beaucoup de nouvelles scènes. Je dis ces nouvelles scènes parce que ce sont des dossiers judiciaires dont on n'a jamais entendu parler. Qui vont ressurgir. En 2023. Mais le plus crucial, ça va impliquer 3 autres personnalités de l'État. Le fait est très précis. 3 autres personnalités de l'État, mais qui miraculeusement vont bénéficier d'un non-lieu. D'un non-lieu. Mais le FA recommande de creuser un peu plus. D'aller un peu plus parce que c'est l'allégorie de la panthère de l'hyène et de lion à qui Dieu a confié la panthère l'eau, le caïman, pardon, et puis Ronsou, c'est l'aigle royal. Dieu lui a confié de superviser les animaux. Donc l'aigle était chargé de superviser les oiseaux, le caïman, les poissons de l'eau, et maintenant la panthère, les animaux de la forêt. Mais au lieu d'aller chercher leur pitance ailleurs, mais ceux à qui on les a confiés commencent par les manger. L'aigle mange les oiseaux, le caïman mange le poisson, et puis la panthère mange les animaux. Ils se sont fâchés, ils sont allés voir Dieu pour dire ceux que vous avez mis devant nous pour nous guider, ce sont ceux-là qui nous persécutent davantage. Dieu a dit ok, il faut les appeler. Et quand Dieu leur a fait appel, les 3 ont couru pour aller voir le phare pour dire sur la base de quel thème on pourra s'en sortir si on va vers Dieu pour ce procès. Le phare leur a dit tout ce que vous allez tous manger là, il faut abandonner et manger autre chose pendant 3 jours d'aller. L'aigle a commencé à manger de palmiers à huile, et la panthère a commencé à manger des herbes, et le crocodile a commencé à manger de la boue. Quand ils sont partis, 3 jours après, Dieu les a tous enfermés. On les a tous mis en garde à vue, sans poser de questions. On les a laissés là pendant 3 jours. 3 jours après, on les a sortis maintenant pour le procès. Et quand ils sont venus, on a demandé au juge d'aller inspecter les chiottes de chacun d'eux. Mais quand on a inspecté les chiottes de l'aigle, on a vu des sons de palmiers à huile. On a inspecté les chiottes de crocodile, on a vu de la boue et de l'herbe chez la panthère. Mais Dieu dit, mais quand même, chacun ressort ce qu'il a forcément ingurgité. Si le caïman a ingurgité du poisson, il peut sortir de la boue. Et ça en est de même pour l'aigle aussi. Donc on dit, bon, quand même, ça c'est un non-lieu. Donc il faut les laisser partir. C'est un peu ce qui va se passer. C'est un peu ce qui va se passer. On ne va pas creuser au fond. Si on avait creusé un peu plus, on allait comprendre la vérité. Mais on va rester en superficiel et puis bon, ils vont bénéficier d'un non-lieu. Mais le fait dit, c'est pour moi. Le sommet poursuit en disant, à Kwami en Borressi, nous connaissons un groupe de Thomas, c'est-à-dire que l'éclair est tombé sur la terre, tout le monde a pris peur, y compris même les oiseaux. Il y a des gens qui vont faire peur à la population, qui vont même inquiéter même le gouvernement, où on va penser que c'est quelque chose de solide, mais c'est du pipeau, en fait. Ils vont juste crier, et puis après, bon, ça va s'éteindre, et puis ça va passer. Donc, le fait de ne pas s'accrocher à cela, parce que ça ne servira, ça n'ira nulle part, au fait, sur le sommet. Mais il poursuit également en disant, c'est-à-dire que l'oiseau intrépide dit qu'il va faire son combat avec la mort, et il va s'en sortir. Ou le fait d'éviter des choses qui n'en valent pas la peine, c'est-à-dire d'éviter des duels, ou des défis qui ne vous apportent absolument rien du tout. Parce qu'on va vouloir faire des bras de fer qui, au bout du rouleau, ne vont rien donner en réalité. Il ne faut pas s'attarder sur les choses inutiles. Sur les choses inutiles, en fait. Maintenant, quand on vient au 3e signe, qui dit c'est-à-dire que Troupin va raccompagner la fortune, mais va rentrer les mains vides. Et que le roi fera fortune, mais risque de boire au soir dans de la calebasse. Où le fait dit, il y aura beaucoup d'opportunités, beaucoup d'argent qui vont entrer dans le pays au cours de 2023. Mais à la fin de 2023, on risque de boire dans la calebasse. C'est-à-dire que ceux qui ont pu faire fortune au cours de 2023 vont sombrer encore dans la pauvreté avant la fin de l'année. Où le fait recommande de faire très attention. Quant aux moyens qu'on reçoit, ou les opportunités qu'on a, ou les bénéfices qu'on réalise, il faudra les immobiliser pour ne pas vivre la pauvreté au soir même de 2023. En quelque sorte, il faut dire que l'année 2023, il faut beaucoup investir, il faut beaucoup entreprendre. Mais il faut également faire très attention pour ne pas perdre beaucoup d'argent aussi. C'est trop plein l'été. Mais excusez-moi. Oui, allez-y.
quand le FA dit tout ça, avec autant de détails, comment est-ce qu'on est sûr au terme de l'année que tout ça s'est réalisé? Nous avons un rapport qu'on publie. Le rapport va sortir le 21 prochain. Et dans le rapport, on met tout ce que le FA a dit. Ça fait 15 ans qu'on produit ce rapport-là. Et au bout de l'année, au fur et à mesure que les événements se passent, le peuple se réfère au rapport. Parce que le rapport est publié à des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, on sait exactement quand ça a commencé que ça, c'est telle prédiction du FA qui est en train de s'accomplir au plan national. Parce que ça se passe au plan national. Ce que le TOFA que nous faisons. Maintenant, au plan départemental, il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là, et même au niveau des communes, également au niveau des arrondissements aussi. Donc, ceci, c'est au plan national. Donc, quand l'événement va garder cette émission, jalousement, et avec juste quelques détails là, je ne sais pas donner tous les détails, et quand les événements vont commencer, vous aurez le temps d'apprécier vous-même et de faire une étude comparative. Et en quoi la consultation du TOFA est-elle importante pour le Bénin? Elle est importante parce qu'elle permet d'anticiper sur les choses. J'avoue, ces dernières années, j'ai compris que les autorités en tiennent compte. Et en tiennent grandement compte. Ça, là, c'est vrai. Maintenant, le TOFA, au-delà de tout, est une tradition qui date du 15 novembre 1715. Ça a été initié par le roi de Souagadia pour pacifier le pays. Donc, le rôle du TOFA, c'est de savoir, par anticipation, qu'est-ce qui va se passer dans le pays. Et on prend les dispositions sacrificielles, on fait des rituels qu'il faut pour amoindrir, à défaut d'éradiquer, ou amoindrir au moins les effets pervers de ces révélations-là. Voilà. Donc, c'est nécessaire aujourd'hui parce que ça permet d'anticiper sur les choses. Donc, quand ça commence à se passer, on se dit, faisons le FA d'ici, mais quelle est la recommandation du FA? Parce que après les explications, le FA fait des recommandations qu'on est libre de suivre ou de ne pas suivre. Maintenant, si on suit, c'est qu'on va à bon port. Mais si on ne suit pas souvent, ça déraille un peu. Et donc, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Je rappelle que le TOFA le plus célèbre du passé, c'était le TOFA de l'année 1892. Le TOFA qui a eu lieu en 1892. Dans ce moment-là, c'était le roi Benzin qui régnait. Et le TOFA avait recommandé, à l'époque, c'était le souverain Gedegbe qui faisait le TOFA, a recommandé au roi de ne pas faire la guerre. Et le roi dit, mais c'est-à-dire qu'un brave homme ne va pas au marché aller acheter la peur pour ses parents, il achète le courage. Donc il préfère faire la guerre que de plier sa queue entre les jambes devant ses blancos, quoi. Donc voilà. Mais on a vu la conséquence, ou les conséquences qui en sont suivies, parce que même déjà son propre signe le disait. Le signe du roi Benzin, c'est le signe à Clanolin qui dit à la vie gouvernement dans l'ascension monnaie dont tu as dormi, c'est-à-dire que les rossignols seront en train de souffrir jusqu'à ce qu'ils vont mourir dans un nid étranger. À l'époque, c'est ceux qui sont sur à Clanolin généralement décèdent à l'étranger, au moins hors de leur propre maison. Et non, c'est sur le signe à Clanolin. Donc, son signe déjà le prédispose à l'exil. Et le TOFA de 1892 aussi en parlait, mais il a même demandé à ce que le Bokono qui a fait la constitution soit décapité. Et bien, il a dû fuir pour aller à Savin, sinon il serait décapité. Donc, si on avait... C'est une parenthèse, si on avait fait les sacrifices à l'époque, il ne serait pas... Il ne serait pas parti. Si on avait fait les sacrifices et qu'il avait suivi les recommandations. Parce que le fameux dit, ton si c'est vous voici ça. C'est-à-dire que si vous les recommandations, c'est même mieux que de faire les sacrifices. Donc si vous faites les sacrifices et que vous ne suivez pas les recommandations, ça ne sert absolument à rien du tout, quoi. Et quelles sont alors les recommandations pour cette année? Il y en a beaucoup. Je crois que peut-être que le moment venu, si vous me donnez une autre opportunité, je viendrai présenter le rapport. Vous l'aurez. Voilà. Je vais présenter le rapport et là, on aura toutes les recommandations. Mais déjà, en matière... de santé, le FA a fait des recommandations surtout pour préserver les sources d'eau comestibles, surtout des maladies hydriques, parce que le FA a des maladies hydriques, d'épidémies, voilà tout ça. Et puis après, au niveau national, le FA a demandé à ce que les pouvoirs en place puissent sécuriser, surtout à l'intérieur, parce que le sachet dit, et donc en un moment, on serait en train d'espérer la persécution à notre porte. Mais la persécution va passer par des raccourcis pour nous atteindre, en fait. Donc, le roi est en train d'espérer que l'armée viendra à sa porte, mais l'armée n'est plus passée par là et a pris par des raccourcis pour atteindre le roi. Donc, le FA parlait en quelque sorte, d'une persécution étrangère qu'on va espérer à des endroits donnés, mais ils ne vont plus passer à ces endroits-là. Ils vont déjouer tous ces pronostics pour passer ailleurs, pour nous frapper
en plein cœur de la nation. Donc on a demandé à ce qu'on renforce d'abord le système sécuritaire, surtout contre les djihadistes et autres, mais qu'on renforce le système à l'intérieur du pays. Pas seulement au niveau de nos frontières, parce que ce n'est pas ça à ce niveau-là que ça va se passer, mais ce sera à l'intérieur du pays. Donc on a fait cette recommandation-là, surtout au commandement militaire, et également au plan économique, il y aura beaucoup d'investissements au cours de 2023 qui seront inutiles. Beaucoup, oui. On va mettre de l'argent dans beaucoup de projets qui n'auront pas d'impact réel sur la population. Alors qu'à côté, il y a d'autres possibilités qui vont beaucoup plus impacter la population. C'est-à-dire que le roi va investir, va mettre... Le roi, ici, pour le faire, c'est le président de la République. Voilà. Donc, il va mettre beaucoup d'argent dans des milieux donnés, surtout au niveau de la société. Donc, pour peut-être des projets sociaux pour la nation, mais l'impact ne sera pas perceptible, en fait. Et ça ne va absolument rien donner. Donc, il faut bien réfléchir là où on veut injecter de gros sous, surtout à impact social. Il faut revoir ça. Et aussi, le FA fait des recommandations au niveau de la justice de ne pas se cantonner seulement sur les preuves matérielles qu'on leur apporte par rapport à un dossier donné, mais de chercher à creuser un peu plus au-delà de ces preuves-là qu'ils ont devant eux. Là, ça permettra d'aller vers la vérité des choses pour ne pas blanchir des gens qui sont réellement trempés dans des malversations, surtout malversations économiques. Voilà. Si on n'est pas initié, souvent on a l'impression que les révélations du phare, chaque année, ça fait peur. Et ça crée un peu la psychose au sein de la population. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer un peu la population que cette année 2023, quand même, ça promet? Je crois que je l'ai dit le jour du TOFA, l'année 2023 est l'une des années qui sera l'une des années les plus prospères de notre nation. L'année 2023, c'est une très bonne année pour le pays. En dépit de tout, en fait. Une très bonne année. Maintenant, même si on n'est pas initié, le rôle du TOFA, au fait, c'est vrai que le FA annonce des choses qui sont bien. Mais si le FA annonce des choses qui sont bien, ce n'est plus la peine de s'attarder sur ça, en fait. Parce que ça va forcément arriver. Donc, si je sais que l'argent va m'arriver, pourquoi je vais encore courir pour aller... Non, ça va venir. Mais si le FA me dit, attention, si tu ouvres la brèche, peut-être qu'une maladie va rentrer dans ta maison. L'argent va venir, ça, je sais déjà, c'est un acquis. Mais la maladie qui va venir dans ma maison, là... Comment je fais pour l'éviter? Il faut que je l'évite. Parce que si l'argent vient, que la maladie vient, l'argent va passer dans la maladie. Donc, nous, on se contente beaucoup plus sur les révélations qui sont néfastes pour la nation et pour la République. Et on se cantonne sur ça pour éradiquer ça. Mais ce que le TOFA a dit de bien, on sait que ça, là, c'est déjà bien, ça va arriver. C'est déjà un acquis. Donc, on n'a plus besoin de se cantonner sur ça, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens pensent que le TOFA fait des révélations qui sont négatives et tout ça, là, non, il n'y a pas péril à la demeure. Parce que savoir par anticipation les difficultés qu'on va rencontrer permet de mieux les affronter avec sérénité, quoi. Absolument. Alors là, on a déjà fait une quinzaine de jours dans le mois de janvier. Est-ce que les sacrifices qui ont été recommandés par le TOFA ont été déjà faits? Non, jusque-là, les sacrifices ne sont pas encore faits. Nous avons les bras tendus pour que les sacrifices soient exécutés entre le 19 et le 20 et 21 janvier prochain. Parce que c'est une question de moyens, puisque si moi seul, je vais vers le FA et je fais une consultation, et je serai en mesure de financer les sacrifices. Et parce que ce n'est pas la même chose que si c'est sur le plan national. Les éléments sont beaucoup plus, les intrants qui sont utilisés pour exécuter, c'est beaucoup plus important que si c'est un individu qui le fait. Donc, ça nécessite un peu de moyens et nous avons toujours les bras tendus pour que, véritablement, les bonnes volontés se manifestent et qu'on puisse faire parce que c'est tout le monde qui va y gagner. Parce que quand le TOFA annonce des choses qui ne sont pas très bien, personne ne peut savoir exactement sur la tête de qui ça va tomber. C'est un peu compliqué de le savoir. Donc, chacun se dit, il faut que je puisse faire quelque chose pour que ça ne tombe pas sur ma tête et tout le monde y contribue, au fait. Alors, donc, généralement, national. Donc, généralement, tout le monde contribue. Même le simple citoyen. Même le simple citoyen qui n'y croit même pas peut apporter. Nous avons, par exemple, quelqu'un qui nous accompagne depuis près de 15 ans, mais qui ne croit pas au FA, au fait. Il dit qu'il ne croit pas à tout ce qui est ça, la tradition. Mais pourquoi est-ce qu'il contribue? Mais il contribue parce qu'il sait qu'il est persuadé que ça va apporter quelque chose pour la nation. Mais comme ça va apporter quelque chose pour la nation et qu'il est un homme public, lui contribue. Mais lui-même, personnellement, lui-même ne fait pas. Un conseil alors aux populations pour une année 2023 apaisée? Le FA a recommandé, je vais rappeler sur ça, d'éviter, à défaut, si ce n'est pas une contrainte professionnelle, d'éviter tout ce qui est rouge vif. Comme habit.
Il faut éviter, au cours de l'année 2023, c'est très important, ça permettra d'éviter les préoccupations qui sont susceptibles de donner l'insomnie, parce que certains risquent d'en avoir en fait. David Kofi Aza, merci beaucoup à vous. C'est un devoir. Evariste Balogun. Merci pour ce plateau très intéressant, David Kofi Aza. On aura l'occasion de vous recevoir encore ici pour nous exposer plus amplement le rapport sur le TOFA 2023. Merci donc à vous toutes et tous qui nous avez suivis. C'est tout pour Week-Echo de ce dimanche, exclusivement consacré, vous l'avez remarqué, aux religions endogènes, à tout ce qui entoure notre patrimoine. Vous retrouverez cette émission en replay sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week-Echo. Merci à toutes et à tous et à dimanche prochain.